Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 39 du 23 avril. Épisode exceptionnel parce que même si je me suis fait défoncer, je suis devant vous, toujours avec autant d'honnêteté et de bonne humeur. Alors avant de voir ça, on va voir la recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, comme d'habitude, pour les gens les plus pressés, je monte mon portefeuille. N'oubliez pas de mettre un pouce, même si vous regardez la vidéo que 5 minutes. Ça fait toujours très plaisir. Et on voit que tout est rouge, pratiquement tout est rouge. C'est chaud cette semaine. Ok. Et j'ai fait un ordre cette semaine. Ok. Donc voilà pour ceux qui étaient pressés. Pour ceux qui le sont moins, on va regarder le fichier Excel comme d'habitude. Alors cette semaine j'ai perdu moins 1,46%, donc j'en suis à plus 4,18% depuis le début de l'année. Donc je gagne seulement 650 euros depuis le début de l'année. Le CAC est extrêmement haut, donc je souris, mais je m'attends à perdre une grande partie de mes gains de cette année d'ici la fin de l'année. Donc on va voir. Alors, sinon, donc je me compare par rapport à trois indices qui sont le CAC 40 classique. Donc là, j'ai 13% de retard par rapport à lui. Le CAC 40 dividende réinvesti, donc CAC GR. Là, j'ai plus de 13% de retard, hein, 13,17. Et par rapport au CAC Mid and Small, donc là, je n'ai plus que 2,20% de retard. Donc le CAC Mid and Small a bien baissé cette semaine, mais il me semble que j'ai baissé encore plus vite que lui. Ok. Sinon, donc ma liquidité a changé, j'ai fait un petit achat, donc j'ai plus de liquidité sur le PEA, il me reste zéro. Donc j'en suis à moins de 19% de liquidité. Ma liste des courses a légèrement changé parce que j'ai renforcé Lumibird, pardon, cette semaine. Donc j'avais prévu de la renforcer pour 250 euros. Là j'ai fait une première louchette à 150, donc il me reste 100 euros à mettre sur Lumibird. 100, 150, on verra. Ok. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, mon tableau par répartition, par dividende, par rendement. Alors, ce qui a changé cette semaine, c'est que j'ai mis à jour Stellantis. Je ne l'avais pas fait la semaine dernière, je suis désolé, j'avais compté, mais je ne l'avais pas fait. Donc, Stellantis va nous donner un dividende de 1,35 €, mais il y a une retenue à la source des Pays-Bas de 15%. Donc, moi, j'ai calculé que ça nous ferait un rendement d'environ 1,15 €. Donc, on va voir. Du coup, c'est devenu l'une de mes plus grosses l'un de mes plus gros rendements, Stellantis, avec ce nouveau dividende qui a bien augmenté. Donc voilà, donc il est prévu dividende en augmentation d'année en année sur Stellantis, hein, si tout se passe bien. Ok, donc c'est tout ce qui a changé. J'ai toujours pas 5% de rendement sur mes investissements. Bon, ça va venir plus tard. C'est ce qui a changé d'autre, c'est que du coup, dans ma stratégie dividende, j'ai inclus Société Générale. Même si Société Générale, je ne l'avais pas acheté pour du dividende au début. Voilà, c'est un swing foireux, donc pour l'instant je le garde pour le dividende et si je peux m'en séparer pour 3000, pour 30 euros, pardon, bah, je vendrai à Société Générale. En attendant, je garde pour le dividende. Voilà, on va voir ce que ça donne. Du coup, ce qui fait que j'ai plus de retard sur ma stratégie dividende. Voilà, j'ai changé l'allocation de Société Générale qui avant était une société que j'avais pris en spécu et là je la change en dividende. Ok. Ok, donc c'est tout pour le fichier Excel cette semaine. On va sur le portefeuille. Donc le compte titre, alors déjà en haut, on voit que le CAC cette semaine a fait plus 0,76% et moi j'ai fait moins 1,46%. Donc je perds pratiquement 2% par rapport au CAC. Donc j'ai perdu 226 euros, mais voilà, j'ai pas perdu plus que ce que j'avais gagné la semaine dernière, hein. Il y a 2 semaines, j'étais à plus 3,35%, donc je suis quand même au-dessus. Voilà, c'est pas terrible, mais j'ai pas perdu tous mes gains cette semaine. J'ai perdu une grosse partie. Ok, donc Total Energy a fait moins 1,74% sur la semaine. J'en suis à plus 80 depuis que je l'ai acheté. Il me semble que j'ai sélectionné News. Alors,
Alors, l'Union européenne accorde le contrôle exclusif de Total RN. Alors, j'avais pas vu cette news et puis, je suis pas sûr que ça a un impact vraiment. Bon, on va la lire. Donc, la Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'Union européenne sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Total RN Holding par Total Energy SE, toutes deux basées en France. Total RN développe, finance, construit et exploite des installations d'énergie renouvelable dans le monde entier. Total RN est actuellement contrôlé conjointement par Total Energy. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait pas de problème de concurrence compte tenu de son incidence très limitée sur la structure du marché. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations. Ok, donc c'est pas une news qui va avoir un impact sur le cours, seulement je voulais vous la montrer parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose. Pourquoi Total avait déjà commencé les énergies renouvelables dans une société externe et pourquoi aujourd'hui il la rachète? Voilà, peut-être que quelque chose a changé par rapport à Total Energy. Ils nous disent quoi d'autre? Marge de raffinage accrue au premier trimestre. Ok. Ok, donc c'était la seule news que je voulais vous lire cette semaine. En graphique Total, ça nous donne quoi? Voilà. En année, ça donne ça. Donc depuis 1990. Ok, en semaine. Ah, mais donc là, du coup, je suis dividende non réinvesti et dividende réinvesti. Voilà, c'est encore plus joli. Donc on voit que dividende non réinvesti, on avait un top là à 63 euros et quelques. Donc c'est ça que je vise pour les prix à venir sur Total Energy. Moi je disais, j'attendais entre 62 et 64 euros total, donc ce qui correspond au plus haut historique dividende non réinvesti. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Compliqué aujourd'hui, hein. Alors j'ai mis des résistances obliques baissières sur pratiquement toutes mes sociétés qui sont actuellement en tendance baissière de court terme. Donc Total Energy, voilà, on a touché un plus haut là, presque 60 euros, 59,50. On rebaisse du coup. De court terme, on baisse, mais on reste au-dessus de la moyenne mobile court terme. Il y a quand même un certain volume. Le RSI reste au-dessus de 50, mais ça continue à distribuer. Donc c'est assez mitigé. C'est assez mitigé. Je pense que si on retourne sur les 51, il y aura de nouveau du monde. Ouais, il y a un gap à combler à 54,76. Peut-être qu'on va le combler, ensuite repartir, hein, faire une touchette sur MM 200 jours en même temps. Ça peut être un scénario. Pour l'instant, c'est baissier, mais avec un RSI très fort, du volume quand même moyen. Donc ça peut être juste une consolidation avant de repartir. Bon, moi, mon scénario, c'est que Total Energy reste haut, hein, que ce soit à 51 ou à 59 euros. C'est relativement haut pour Total Energy. Et si on a de la chance, elle pourra elle-même aller encore plus performer, aller à 62-64. Ok. Cumulus Vep a perdu moins 5% pratiquement cette semaine. J'en suis à moins 12,50% sur la ligne du compte titre. Donc pour rappel, j'ai la même ligne sur le PEA, mais sur le compte titre que j'ai le meilleur PRU. Ok, donc on va le voir en graphique. Société AOCA BSA, relativement compliquée. Elle avait sorti ses chiffres la semaine dernière, qui étaient très très bien, mais on avait monté peut-être un peu fort, un peu vite. Là, on est redescendu. Alors moi, je pensais pas que ça casserait les 10 euros. Il se trouve qu'on a clôturé à 9,98. Donc, à voir la semaine prochaine ce que ça fait, si ça rebondit sur la moyenne mobile court terme et sur le support des 10 euros ou pas. Pour rappel, on attend surtout la news, savoir comment est-ce qu'ils vont financer l'acquisition des 50 boutiques de vape qu'ils ont prévu d'acheter très récemment. Ils n'ont pas encore parlé du financement. Et la dernière fois qu'ils ont acheté 12 boutiques, il y a un mois, ils ont fait une augmentation de capital pour 12 boutiques. Donc là, il est fort probable qu'ils fassent de nouveau une augmentation de capital pour les 50 boutiques. Donc c'est pas bon. J'étais étonné de voir le cours aussi bien performer malgré la news des 50 boutiques. Donc là, on rebaisse. À voir ce que ça donne. Ça a quand même légèrement accumulé. Le RSI toujours au-dessus de 50, mais il n'y a pas de volume. Il n'y a vraiment pas du tout de volume.
Donc je pense que tout le monde attend de savoir la news, savoir comment ils vont financer leur nouvelle acquisition. Voilà, donc à suivre. On avait vu quand même 200 jours avait bien fait support il y a quelques temps, donc on peut limite redescendre dessus. Voilà, tant qu'on le préserve. Mais en fait, j'ai aucune idée de là où va aller le cours, hein. Pour l'instant, je pense qu'on attend tous la news sur comment ils vont financer les acquisitions. Ok, donc fini pour le compte titre, on passe au PEA. Une dernière chose pour le compte titre, pour ceux qui me suivent depuis peu, j'ai une énorme moins-value réalisée là. C'était dû au début d'année où j'ai enfin décidé de me débarrasser d'Ubisoft en énorme perte, ainsi que Xilam. Donc les deux sociétés, j'avais des PRU beaucoup trop élevés, et plutôt que d'essayer de me battre à essayer de faire baisser mes PRU pendant des années, j'ai préféré tout couper. Voilà, donc j'avais plus de conviction sur Xilam, du coup je l'ai racheté sur le PEA. J'en avais moins sur Ubisoft, du coup je l'ai laissé tranquille. Ok. Donc en haut, on voit les mêmes chiffres comme d'habitude, hein. Je ne fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux comptes forme mon compte bourse. Alors donc énormément de baisse cette semaine, énormément de baisse. On voit également que j'ai énormément de sociétés au rouge alors que le CAC est à 7500 points. Donc moi ça me met la puce à l'oreille en me disant que mes PRU là qui sont en rouge sont vraiment pas bons, hein. Le CAC est un plus haut historique et j'ai encore des sociétés en perte, donc ça veut dire que mes PRU sur ces sociétés-là est vraiment vraiment pas bon. Ok. Alors, sinon, Orange. Orange a fait plus 2,47% sur la semaine. J'en suis à plus 21 depuis que je l'ai acheté. Est-ce qu'il y a une news? Oui. 5 raisons pour acheter Orange. Bah écoutez, on va voir ça, hein. Réseau 5G au Vélodrome. Je sais pas pourquoi ils nous sortent ce genre de news, hein. On s'en fiche, hein. Ils vont pas nous le dire à chaque fois qu'ils mettent un réseau 5G dans un quartier en France, quoi. Alors, voyons voir les 5 raisons pour acheter Orange. D'après le cercle des analystes indépendants. Waouh. Je me souviens que je l'avais pas lu, effectivement, j'ai trouvé ça un peu long. Ok, on va lire juste le début, hein. Orange est le premier opérateur français de télécommunications. Près de 80% des ventes de 43 milliards en 2022 est réalisé auprès des particuliers, 17% auprès des entreprises et le reste auprès des opérateurs internationaux. Le chiffre d'affaires est réalisé en France à hauteur de 50%, en Espagne 13% et dans le reste de l'Europe 17%, Moyen-Orient 19%. Donc ils nous disent d'acheter Orange parce que le contexte économique actuel. Donc je pense qu'il veut nous dire plus ou moins que c'est une société défensive, hein, que même en cas de récession, bon bah tu vas pas couper ton forfait de téléphone parce que c'est la récession. Euh, Voilà, ils nous disent son modèle économique fondé sur l'abonnement lui procure une récurrence que nous considérons comme un élément essentiel en période de ralentissement économique. Voilà. Vie digitale. Waouh. Donc j'imagine qu'ils veulent nous parler de la digitalisation du monde, que tout passe plus ou moins maintenant par les réseaux téléphones. Bon, vie fondamentale, gros retard des cours sur les bénéfices. Donc courbe bénéfice anticipée depuis 10 ans, ok, donc il y a eu des bulles. Et les bénéfices par action prospective. Donc là, on voit que les bénéfices par action sont au plus haut depuis 2013 au moins, quoi, hein. Donc à voir si on va les faire. Voilà, les analystes qui suivent l'entreprise Orange, ils ont un objectif de cours entre 12 et 15 euros. Bon, plutôt 14 récemment, il me semble plutôt, hein. Donc ils nous disent, quatrième raison, c'est parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui suivent l'entreprise. 11 qui la recommandent à l'achat, 4 recommandent à surpondérer et un seul analyste propose de la vente. Ok. Et la cinquième raison pour laquelle ils nous disent d'acheter Orange, c'est parce qu'elle a franchi la hausse à moyenne mobile 3 mois à la fin de l'année dernière, dans des volumes importants.
C'est le signe d'un retournement de tendance à moyen terme qui devrait permettre à l'action de retrouver ses niveaux moyens de 2013-2020, soit 14,50 €. Ok, bon. Donc un signal graphique, beaucoup d'analyses qui suivent l'entreprise, des bénéfices par action attendus en hausse, en plus haut depuis 2013 en tout cas. Ça, j'ai pas trop compris, j'avoue. La digitalisation de l'entreprise, oui, bon. Et le contexte économique, parce que Orange est une société défensive. Ok, bon. On a vu les 5 raisons. Donc je suis plutôt d'accord avec les 5 raisons, hein. Donc on est au plus haut récent sur Orange, on est au plus haut récent. Ils nous disent 14,50. 14,50, ça fait haut quand même. Bon. Moi, dans ma dernière vidéo, je l'ai dit, à 12 euros, il y a des chances quand même que je m'allège si on y va. Pour l'instant, c'est extrêmement haussier. On a encore fait un gap cette semaine, non? Oui, c'est ça. Entre lundi et mardi, il y a de nouveau eu un gap. Donc très très bien, en espérant que ce soit pas un gap d'essoufflement, mais bien un gap de continuation. Pour l'instant, ça prend le chemin. RSI en surachat, volume moyen, mais ça va très très fort. Et donc on est loin des prix d'achat, hein. Pour rappel, sur la chaîne, on a toujours dit en dessous de 10. Pour l'instant, c'est très cher. On sourit, on regarde monter et si on commence à avoir un peu peur, on allège. Et moi, je garde le reste pour le long terme. Ok. Coface a fait moins 0,29% sur la semaine. J'en suis à plus 24 depuis que je l'ai acheté. Il me semble pas qu'il y ait de news sur Coface. Non, prochaine news Atos. Alors, Coface en graphique, ça donne quoi? Donc, Coface en graphique, elle aussi c'est très haussier. Alors, de nouveau, j'ai mis une résistance oblique baissière. On va voir si elle est pertinente ou pas. En tout cas, on voit bien qu'on n'arrive pas à combler le gap là à 14,14. On n'arrive pas en tout cas à clôturer au-dessus, à combler le gap avec un corps et pas une mèche. Voilà, donc pour l'instant, les prix sont bloqués par ces 14,14. À voir ce que ça va faire la semaine prochaine, hein. Là, pour l'instant, on latéralise. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Le RSI est toujours au-dessus de 50 avec un volume moyen. Donc, c'est pas mal. Il y a quand même des chances qu'on réussisse à performer et aller au-dessus des 14,14. Donc, à suivre. Si on passe en dessous des 13,50, pour moi, ça craint. Oups, pardon. Ok, Atos a fait moins 1,32% sur la semaine. J'en suis à moins 30% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Toujours pas de nouvelles d'Airbus. Et là, la news, c'est un petit actionnaire d'Atos veut évincer son président Bertrand Meunier lors de l'AG. Le gérant d'actifs Sycomore AM a indiqué jeudi qu'il comptait agir pour évincer le président du conseil d'administration du groupe informatique Atos, Bertrand Meunier, lors de la prochaine assemblée générale, dont la date n'est pas encore connue. Personnellement, moi, j'ai décidé, ouais, pareil, hein, je vais voter non pour le renouvellement des mandats de toutes les personnes qu'on devra renouveler à l'Assemblée générale, hein. Franchement, il faut qu'ils sautent tous. Il faut bien qu'ils se rendent compte qu'ils ont été mauvais, quoi. Ok. Et qu'à cause des dirigeants d'Atos, hein, il y a énormément d'employés d'Atos qui sont actuellement embêtés, quoi. Donc il faut que quelqu'un paye. Et ces dirigeants de PE, c'était eux les responsables, hein. Ils ont un énorme salaire, c'est pour ça. Et ils ont mal fait leur boulot, donc il faut qu'ils sortent, quoi. Il faut qu'ils partent. Donc Atos sous résistance oblique baissière. On est bloqué entre M200 jours à 10,94 et la résistance oblique baissière. Là, on arrive au bout de la figure. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va clôturer en dessous de 10,94? Est-ce qu'on va aller combler ce gap-là à 9,14? Ou est-ce qu'on va continuer à latéraliser au-dessus des 10,94? Ou est-ce qu'on va performer et monter? Bon, monter, je pense pas, hein. Tant qu'on n'a pas la news sur quelqu'un qui voudrait rentrer sur Evidian ou une autre news, je pense que ça va rien faire le cours d'Atos, hein. Au mieux stagner, au pire baisser, quoi. Bon, c'est comme ça que je la vois. Société Générale a fait moins 0,7% cette semaine. J'en suis à moins 11,50. Alors, il y a une news? Non.
Donc trade foireux. Ah, j'ai pas mis de résistance oblique baissière. Ouais. Donc là, j'ai d'avis plutôt de mettre une résistance oblique haussière. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Bon, c'est la plus en retard des sociétés des bancaires françaises. On est en dessous des M200 jours. C'est la seule à être encore en dessous des M200 jours. On va voir tout à l'heure si c'est elle qui a le moins bien performé cette semaine, mais ça ne m'étonnerait pas. Bon, ça accumule légèrement. Je sais pas du tout ce que ça va faire les bancaires, hein. Sincèrement, là, je vois pas du tout. On a bloqué là sur les 38,2 de la baisse. Alors, ça peut être aussi un drapeau, un fanion, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler. Si ça arrive à passer au-dessus des 38,2, non, ce n'est pas ça. Euh, mais si là, ça capote, voilà. Ça aurait peut-être été une sorte de fanion ou de drapeau d'une tendance baissière, et là, on va de nouveau repartir dans une tendance baissière, hein. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est peut-être juste un petit rebond technique, potentiellement. Mais si ça dépasse les 38,2 de Fibo, pour moi, voilà, c'est autre chose qu'un simple rebond technique. Donc à suivre, à suivre. 38,2 de Fibo à 22,80. Aucune idée de où ça va aller les bancaires, hein. Sincèrement, aucune idée. Amundi a fait moins 1,10 cette semaine. J'en suis à pratiquement moins 3 depuis que je l'ai acheté. Donc je suis en négatif. Donc mon PRU il est pas bon, hein. Comme je l'ai dit, 60 euros c'est trop cher sur Amundi. Alors je l'avais dit en dessous de 58, mais que moi j'avais prévu de me renforcer entre 48 et 50. Donc on va voir ce que ça va faire. J'avais mis un petit canal très étroit. Donc là on en est sorti, on latéralise actuellement. Donc on latéralise sous une résistance oblique baissière. En dessous des M200 semaines. Oui, on a clôturé en dessous des M200 semaines en plus. Donc qu'est-ce que ça va faire à Mundi? Pareil, aucune idée. Là, ça accumule et réussit quand même au-dessus de 50. Volume moyen faible. Bon, mais début de tendance baissière, potentiellement. Potentiellement. Il faut qu'on fasse un plus haut que le précédent. Donc à 63,80 pour repasser en tendance haussière. Oui, pour l'instant, c'est plutôt une tendance neutre pour moi, hein, si on considère que là, c'est le top pour l'instant. Donc si ça pouvait performer, tant mieux. On resterait en super tendance haussière depuis octobre 2022. Mais il y a quand même eu un gap baissier là entre jeudi 9 et vendredi 10 mars, quand même. Le CAC est extrêmement haut. Le consensus est ce que pour qu'il y ait une respiration sur les indices européens. Donc voilà. Donc encore une fois, aucune idée de ce que ça va faire à Mundi. Aucune idée. Je dis des prix en dessous de 58, éventuellement début de ligne. Bon. Et plutôt 48-50 pour les moins pressés comme moi. Enfin, moi je suis pressé, hein, mais comme je suis déjà dessus, je vais attendre 48-50 si on y va pour me renforcer. Et là, sincèrement, aucune idée, hein. J'ai aucune idée, donc je vais passer. Je sens que la vidéo va être courte, j'espère. Ruby a fait moins 0,9% cette semaine. J'en suis à plus 3,40 depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news, non. Donc Ruby, elle aussi, on n'arrive pas à faire des plus hauts que les précédents. Donc est-ce que on a fait une sorte de double top et là on va repartir à la baisse? Donc personne ne peut savoir. Moi j'ai toujours dit en dessous de 27 euros, il me semble que c'est un bon prix fondamentalement. Voilà, après je peux me tromper. Donc bon, donc pour l'instant on est toujours en tendance haussière de court terme, hein. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Le RSI il est très fort. Volume moyen, donc ça va. Voilà. Certainement que les cours sont un peu portés par le dividende qui va arriver.
Et on aura des meilleurs prix d'achat certainement après le dividende. C'est possible. Donc à suivre. Sincèrement, là, je vois pas trop quoi dire, hein. Je vois pas trop quoi dire. Allez, ça va être une vidéo très très courte. Eurofins, ça fait moins 1,40% sur la semaine. J'en suis à moins 5,6% depuis que je l'ai acheté. Je vous rappelle l'exceptionnelle vidéo de Tino et Ibu la semaine dernière. D'ailleurs, je mettrai de nouveau. Ah bah, j'avais peut-être pas parlé de ma vidéo la semaine dernière vu qu'ils l'ont sorti peut-être après. Donc, je mets en lien de cette vidéo le lien d'une vidéo exceptionnelle de Ibu et de Tino sur Eurofins. Pardon. Très très complète, bien plus que ce que moi je pourrais jamais faire. Donc je vous invite à aller voir. Pour résumer, de long terme, alors on n'est pas à des prix dégueux, mais à court moyen terme, vu la tendance, il est possible qu'on aille voir plus bas. Et que fondamentalement, il y a quand même un trou d'air en 2023 par rapport aux fondamentaux de l'entreprise. Donc potentiellement une opportunité d'achat pour nous avant que ça reparte fortement dans les prochaines années. Moi, c'est comme ça que je le prends. Donc, je suis rentré dessus. Moi, je faisais. Là, dernièrement, on semble faire un range entre 60 euros et 63, voire 64 euros. Voilà, 60-63, pour l'instant, ça reste comme ça. Si ça va entre 58 et 60, il semble qu'il y ait du monde, vu les mèches. Voilà, surtout entre 58 et 60, il risque d'y avoir du monde dans un premier temps, et voir si il y a suffisamment de monde pour que les cours progressent ou s'il n'y a pas suffisamment de monde et que les cours vont descendre, potentiellement 55, voire 50 euros. Ok, donc je vais parler surtout du range. Pour l'instant, on est surtout dans un range, hein. Et allez voir la vidéo, elle est vraiment super, de Ibu et Tino. Ok, Reworld Media a fait moins 8,6% cette semaine. J'en suis à moins 7% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news, non. Alors, elle a perdu combien cette semaine? Ouais, moins 8,6%, hein. C'est énorme. Je m'attendais pas du tout à une baisse comme ça. Il y a zéro news. Alors, sincèrement, j'ai pas compris. Sincèrement, j'ai pas compris. Donc, moi, ce que je me dis, bah, c'est que c'est super. Pour tous ceux comme moi qui n'ont pas prévu tout de suite de vider leur compte bourse et qui ont prévu de le renforcer encore pour les 10 prochaines années, bah, super. On va peut-être encore de nouveau avoir l'occasion de l'acheter entre 4,80 et 5 euros, voire peut-être même avoir l'occasion de la choper à 4,50 si vraiment il y a un gros trou d'air. Donc voilà, donc ça baisse, ok, c'est un peu chiant, mais c'est une super opportunité pour moi. Déjà la semaine dernière, je vous disais à ces prix-là, pour moi, les prix sont bons, et là on est en dessous. Donc voilà, donc je pense que les prix sont encore meilleurs que la semaine dernière, et que ça continue à baisser, c'est une opportunité d'achat. Alors, je vous avais également dit qu'on était dans un range entre 5,20 et 5,80. Là, on est à 5,19, donc il se peut aussi très très bien que la semaine prochaine on se reprenne et qu'on arrive voir le haut de ce range là entre 5,20 et 5,80. C'est peut-être juste un petit dérapage vendredi. Ok, ça cumule pas des masses. Ça va même distribuer dans cette semaine. RSI faible, volume très faible aussi. Hmm. Donc comme j'ai dit dans ma vidéo la semaine dernière, hein, c'est pas les small qui performent ces temps-ci. Par contre, potentiellement, sur certaines valeurs, des points d'entrée. Crédit Agricole a fait moins 0,6% sur la semaine. J'en suis à plus 15% depuis que je l'ai acheté. Il y a une news. Donc ouvre une succursale CIB au Danemark, ouais. Un accord entre Crédit Agricole et le fisc français dans la fraude fiscale des Cum. Donc on va aller voir ça, c'est pas long, si c'est un peu long. Mais juste le début est intéressant, hein. Donc Crédit Agricole a négocié un accord avec les autorités fiscales françaises prévoyant le paiement de 35 millions d'euros d'arriérés d'impôts et d'amendes. 35 millions d'euros seulement. Donc on s'en fout en fait, effectivement, on s'en fout de la truc des Cum, c'est rien du tout quoi.
Euh, voilà, donc il reste BNP Société Générale pour nous en France, savoir ce que ça fait. Excusez-moi, et Natixis également. Bon, donc à voir ce que ça fait. En tout cas, j'étais surpris du montant. Franchement, c'est tout petit comme montant, donc c'est vrai qu'il va pas y avoir un impact très fort sur Crédit Agricole par rapport à ça. Ok, donc de nouveau une résistance publique baissière sur Crédit Agricole. On n'a pas été comblé le gap à 11,26. Donc à voir si là c'est juste une respiration, reprendre des forces avant de repartir, combler ce gap et même voir aller les plus hauts récents à 11,70, 11,80, c'est possible. C'est possible. Là donc aucune idée de ce que ça va faire, hein. Sincèrement aucune idée, sous résistance oblique baissière. Mais la tendance de court terme est quand même pas mal. Donc si ça casse les 10,70, pour moi ça craint. On va potentiellement aller retrouver même 200 jours. Mais ça peut performer. Ok. Donc on a fait Société Générale, on a fait Crédit Agricole, donc on va faire BNP. Bon, plus ou moins pareil. BNP, donc on n'arrive pas à combler son gap également à 62,57. On est dans une résistance. Les 60 euros, voilà, un classique. Et donc elle a fait combien sur la semaine? Ah, pardon, on va zoomer pour voir le chiffre exact. Voilà. Moins 1,23. Bah, il me semble que c'est BNP qui a fait le moins bon, la moins bonne performance du coup. Société Générale, moins 0,7 et Crédit Agricole, moins 0,6. Ah bah oui, tiens, tiens, tiens. BNP, elle a fait deux fois moins bien que Crédit Agricole, là. Ok. Et donc, donc Société Générale n'est pas le boulet cette semaine, ni Crédit Agricole, c'est BNP. Ok. Bon, je pense que malgré tout, sur le long terme, c'est celle qui a le plus de potentiel. Donc le gap à combler à 62,57. On peut également y mettre une résistance oblique baissière, comme sur Crédit Agricole et il me semble Société Générale aussi. Donc qu'est-ce que ça va faire? Exactement comme Crédit Agricole, hein. Est-ce que ça va performer? Là, c'est juste une respiration, prendre de la force pour ensuite performer, combler ce gap, voire même aller voir les plus hauts? Ou est-ce qu'on va venir tester de nouveau M200 jours? Bon. En tout cas, pour ce qui est de la fraude Cum, c'est pas ça qui va peser sur le cours. Je pense pas, j'ai pas l'impression, hein. Ok. Donc ST Micro a fait moins 6,21% sur la semaine. J'en suis à plus 37% depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai vraiment bien fait de m'alléger il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, je sais plus. Mais en tout cas là, je m'attendais pas à une baisse aussi grande. De nouveau là, comme Reworld Media, je m'attendais pas à une aussi grosse baisse. Donc on est quand même dans un support, hein. On est toujours dans un support, hein, mais la tendance de court terme est vraiment baissière. RSI en dessous de 50, volume moyen faible, ça distribue. Ok. Donc je pense pas du tout qu'on va aller retrouver les anciens prix, hein, dont je vous ai parlé très très longtemps, là, les 28-29, les 31-30 et les 33-34. Je pense pas qu'on va de nouveau aller les revoir. Je pense que si on baisse, on va retourner vers les 40, peut-être combler ce gap à 39,45. Mais j'ai de forts doutes. Je pense pas que ça cassera les 38 euros en tout cas. Ok, donc c'est ma vision des choses. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, baissier de court terme, mais dans un support. Donc on peut aussi très bien latéraliser, voire remonter la semaine prochaine. Tout comme on peut continuer à baisser et aller combler ce gap à 39,45. Donc à voir ce que ça va faire. Stellantis, ça fait moins 7% sur la semaine. Il me reste 7% de bénéfices. Donc elle aussi, je m'attendais pas à ce que ça baisse, ni que ça baisse autant. Alors pourquoi? Donc Stellantis teste les e-fuel sur ses familles de moteurs. Pour rappel, ça fait plus de 30 ans que les trois quarts des véhicules brésiliens fonctionnent au flex fuel, c'est-à-dire un fuel végétal. Plus de 30 ans.
Et là, aujourd'hui, Stellantis nous dit qu'il teste des e-fuels sur ces familles de moteurs. Bon, donc à suivre. J'espère qu'enfin, on va mettre un terme à ce lobby du pétrole et qu'on va pouvoir s'ouvrir l'esprit pour d'autres sources d'énergie. Bon, c'est pas ça que je voulais vous lire. Alors, les bonnes performances de Renault court-circuitées par la stratégie de Tesla. Donc, ouais, ils ont dit Renault, mais du coup, Stellantis pourrait. Ils auraient pu dire Stellantis également, hein. Pour moi, les 7% de baisse de cette semaine sur Stellantis et sur l'ensemble du secteur automobile, c'est pas les mauvais chiffres de Tesla. C'est que le fait que Tesla baisse ses prix un peu partout. Ils ont baissé 6 fois apparemment depuis le début de l'année leur prix Tesla. Ou en tout cas 6 fois récemment. Voilà, ce que je vous disais moi sur la chaîne, c'est qu'il y a un nouvel acteur qui arrive sur le secteur automobile, on était déjà en surcapacité de production d'automobiles en Europe, euh, et qu'en plus il y a un nouvel acteur qui arrive, un nouvel acteur avec une belle marque, voilà, qui est aujourd'hui, pour le même prix, tu as le choix d'acheter une Tesla, une Renault Mégane ou une Ford Mustang, je crois, un Mustang électrique, hein, je sais plus. Mais bon, bref, je sais pas trop les trucs, l'automobile, mais en tout cas, les prix des constructeurs traditionnels, les nouveaux acteurs, Tesla en tout cas, tout cela, et les autres nouveaux acteurs des véhicules électriques comme les Chinois par exemple, arrivent en force avec des produits au même prix que nos constructeurs automobiles historiques, mais parfois, comme Tesla, avec une image supérieure à celle de Renault par exemple, en tout cas de nos constructeurs historiques. Ok, donc on en a déjà parlé sur la chaîne, hein, de ce problème de nouvel acteur qui arrive. Tesla en tête, suivi par les Chinois, les véhicules asiatiques, pardon. Donc voilà, donc potentiellement pas surpondérer le secteur automobile actuellement, hein. Et il y en a qui jouent mince, les Valeo et compagnie là. Bon, il y en a qui jouent les équipementiers, voilà, automobiles, plutôt que de jouer les entreprises d'automobiles. À vous de voir. Moi, je trouve que les chiffres, les fondamentaux des équipementiers est vraiment pas bon. Ça me plaît pas trop. Donc, je préfère Stellantis. Ok. Bon. Donc, on est dans un canal haussier, la Stellantis. On est dans le bas du canal. On est dans le bas du canal ainsi que dans le bas d'un support. Donc, qu'est-ce que ça va faire la semaine prochaine? De nouveau, c'est en tendance baissière de court terme. De nouveau, on a fait un plus haut, plus bas que le précédent. Voilà, donc à suivre. Est-ce qu'on va faire un plus bas que le précédent? Ou est-ce que c'est juste une respiration avant de remonter et de casser les plus hauts récents? À suivre. Là, on est dans le bas du canal, donc pour moi, ça peut très bien repartir. Mais voilà, je pense pas que c'était prévu cette énorme baisse là du jeudi 20 avril. Hmm. Voilà, peut-être que certaines personnes se sont rendues compte de ce que je vous disais, moi déjà depuis quelques temps, hein, sur l'arrivée de Tesla, les véhicules chinois. Donc est-ce que c'est ça qui a mis enfin c'est ça qui a mis un froid, mais est-ce que ça va continuer à baisser et potentiellement retourner voir MM200 jours à 14,40 ou les 15 euros, donc à suivre. Et perso sur Stellantis, j'ai toujours dit en dessous de 15 euros pour acheter Stellantis, au-dessus c'est un peu cher. Ok. Cumulus Web a fait moins 5% sur la semaine, j'en suis à moins 18% sur la ligne du PEA. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure sur la ligne du compte titre. Pour rappel, OCA BSA sur le dossier, même si elle est en énorme croissance, ça fait des énormes chiffres de croissance, OCA BSA, et il y a un doute sur le financement des 50. Allez, je passe. Vous m'avez compris, je fatigue. Equasens a fait plus 0,28% sur la semaine. J'en suis à plus 21 depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news Equasens. Non, Lumibird. Equasens, donc bon.
Donc résistance oblique baissière également sur Equasens. Pour moi, Equasens, là, on a son prix. On a son prix juste. Voilà. En dessous, il me semble que ça peut être des opportunités d'achat. Et au-dessus, ça me semble être un peu cher. Donc voilà, on est assez pris, on est pile poil. Donc là, sous résistance oblique baissière, sous MM200 jours, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on a pris suffisamment de force pour passer avec force et volume MM200 jours, MM200 semaines et aller retenter voir les 84 euros? Ou est-ce que ça distribue et on va aller voir plus bas, il y aura les opportunités d'achat sur Equasens? Écoutez, pour l'instant, je sais pas. Résistance oblique baissière. Le prix est juste, pour moi, je trouve. Si on va plus bas, ce serait des opportunités d'achat. Ok. Bon. Allez, vidéo courte. Lumibird. Alors, on arrive sur mon quart des boulets. Alors, le quart des boulets plus métropole. Ouais, on peut le mettre dans le quart des boulets. On voit que les boulets ont performé cette semaine. Donc, pour rappel, les boulets, c'est la société en tendance baissière que j'ai acheté. Hmm, je les appelle mes boulets. Enfin, je suis un peu déçu de l'avoir fait. Ce qui me déçoit le plus, en fait, c'est que parfois, j'oublie que je suis pauvre. Parfois, j'oublie que je suis pauvre et j'agis comme un peu comme un riche qui achète des sociétés, qui les garde comme dans des boîtes, dans la boîte à café et qui reviendrait 10 ans plus tard. Le truc, c'est que je suis pas riche et qu'en plus, je regarde mon portefeuille quand même régulièrement et pas seulement tous les 10 ans. Voilà, je regarde aussi la S graphique, donc c'est dommage d'avoir acheté en grande tendance baissière et pas avoir attendu des rebonds avant de rentrer dessus. Donc voilà, donc c'est mes petits boulets. Euh, donc Lumibird a fait plus 5% sur la semaine, j'en suis à moins 9% depuis que je l'ai acheté. Et comme j'ai dit, j'ai renforcé. Donc j'ai renforcé à 14,40, il me semble que c'était mardi. Et là, on a fini la semaine à 14,24. Donc je me suis renforcé plus haut que la clôture. Oups. On va le voir en graphique. Et après, on verra la news. Donc résistance oblique baissière. Alors, va-t-elle tenir? Parce que là, j'ai repoussé la résistance oblique baissière. On va voir ce que ça va faire. Donc moi, je me suis renforcé là, mardi 18 avril. J'avais vu lundi 17 avril qu'il y avait du volume. Ça a quand même bien remonté. Et donc mardi, quand ça a ouvert en grand gap haussier, je me suis rendu compte qu'on était au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc pour moi, c'était potentiellement le début d'un renouveau, qu'on avait peut-être touché les points bas et qu'on allait repartir en tendance haussière. Donc je me suis renforcé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Mais bon, patatras, dès le lendemain, on rebaisse fortement avec beaucoup de volume et en distribuant énormément. Ok? Donc moi sur la chaîne, je vous avais parlé. Alors je l'ai dit depuis 17 euros, en dessous de 17 euros, que c'était un bon prix. Moi j'ai commencé ma ligne à 16 euros et que potentiellement on peut aller à 12. Graphiquement, on peut aller jusqu'à 12. On peut aussi s'arrêter avant, hein. Et on peut aussi aller plus bas, hein. Mais il me semble que le niveau des 12 quand même, il est costaud costaud. Et qu'en dessous de 12 quand même, ça sera vraiment donné quoi, Lumibird. Donc Lumibird, un peu comme Eurofins, pour moi, elle va toucher son point bas fondamental en 2023. Ou peut-être même non, qu'elle a touché son point bas fondamental en 2022. Et qu'à partir de 2023 et les années futures, ça devrait progresser. Pour rappel, l'entreprise nous a dit qu'ils n'avaient pas eu assez de composants tout au long de l'année pour être à 100% productifs dans leur usine et qu'en plus, ils avaient financé une partie de leur croissance future en créant des nouvelles, alors je crois une nouvelle usine, hein, des nouvelles zones de production qui devraient donc porter leurs fruits 2023-2024. Donc moi, c'est ce que je joue. J'espère qu'on a touché un point bas fondamental en 2022 et qu'au au prochain chiffre, maximum en 2024, on devrait voir une grande amélioration et le cours de bourse performer. Ok, donc en tout cas pour l'instant, sous résistance oblique baissière,
Je me suis renforcé, mais c'était peut-être un faux signal. Pour l'instant, on est reparti en dessous de la moyenne mobile court terme. RSI, il n'a jamais passé au-dessus de 50. Bon, ça, je pouvais pas le voir au boulot, mais il est jamais passé au-dessus de 50. Et volume, bah, des fois, il y a du volume pas mal, hein, quand même, hein. Comme je disais, je crois, la semaine dernière, je pense pas être le seul à penser qu'à ces prix-là, ça commence à être pas mal. Ok, pour un début de ligne. Et la news, du coup, la news, autorisation de mise sur le marché en Chine du Vitra 2. Donc, un de leurs produits est autorisé en Chine. Parfait. Et donc, il va y avoir les chiffres lundi. Donc, Big Ben Nikon, il va y avoir les chiffres, jeux vidéo, enfin, quatrième trimestre. Freelance, ICAD, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lumibird, donc son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, Lumibird, Nikon, quatrième trimestre, Prodways, premier trimestre. Et Roche-Beaubois, très belle entreprise également. Chiffre d'affaires du premier trimestre. Ok. Donc attention, ne pas acheter. Attendre de voir les chiffres avant de rentrer dessus sur Lumibird. Et donc on a déjà parlé du graphique. Pour l'instant, aucune idée d'où ça va aller. La tendance de moyen terme est baissière. À court terme, c'est neutre, ça latéralise. Mais ça distribue, RSI en dessous de 50, volume très très faible certains jours. Voilà. Donc attendre les chiffres, voir s'il va y avoir un renouveau. Métropole a fait plus 2,92% sur la semaine. J'en suis à plus 7% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Alors, donc elle a quand même bien performé sur la semaine. Pour moi, c'est le dividende qui fait tenir le cours. Donc dividende le 3 mai, détachement du dividende le 3 mai. Ça arrive très très prochainement. Certainement qu'après le 3 mai, on aura des meilleures opportunités d'achat, des meilleurs prix sur Métropole. Bon. Et là, on a été retrouvé les plus hauts récents là à 16 euros pratiquement. Et on repart au sud de court terme. RSI fort. Bon. Mais bon, je pense qu'il faut attendre le dividende, hein. Ce sera le mieux quand même. Ok. Allez, Xilam. Xilam a fait plus 6,35% sur la semaine. Je suis toujours à pratiquement moins 10. J'en suis à moins 9,30. Alors, Xilam, je m'étais renforcé il y a peu de temps, Xilam. Je m'étais renforcé le 3 avril. Un peu comme Lumibird. Ça est passé avec volume. euh, la, la moyenne mobile court terme, pardon. 2 jours de gros volume qui ont accumulé. Voilà, donc je m'étais renforcé à 26,40 le 3 avril. Et ensuite, un peu comme Lumibird, patatras, dès le lendemain, ça s'est écroulé. Et là, Xilam a l'air de repartir. Donc bon, on a une très très légère tendance haussière. On peut la voir comme ça. Mais pour l'instant, ça ne veut pas passer les prix des 27,50. Donc j'ai quand même bon espoir que ça performe, Xilam. Il me semble qu'à ces prix-là, les prix sont quand même intéressants. Il me semble qu'en dessous de 30 euros, les prix sont quand même très très intéressants. Autant au niveau graphique qu'au niveau fondamental. Sachant que le management a prévu de doubler son chiffre d'affaires dans les 3-4 prochaines années. Ok, donc je dis les prix, il me semble. Corian a fait plus 1,20% sur la semaine. J'en suis à moins 5% depuis que je l'ai acheté. Donc Corian, moi, la semaine dernière, je vous avais dit, ça monte certainement à cause d'Orpea qui monte énormément et que je comprenais pas pourquoi Orpea montait. Donc on a eu la news lundi. Donc en fait, il y a une minorité d'investisseurs, d'actionnaires qui sont regroupés et qui veulent demander une assemblée générale extraordinaire pour faire capoter l'augmentation de capital sur Orpea. Donc bon, bah, j'espère qu'ils vont réussir, mais sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas. Donc comme je disais moi la semaine dernière, je pense qu'Orpea monte pour de mauvaises raisons. Dans le cas pour de la spécu, et que c'est ça qui fait monter le cours de Corian, donc j'y crois pas. Donc je me renforce pas perso.
Je vais attendre voir ce que ça donne. Donc on va voir, on va voir. Pour l'instant, j'en sais rien. Donc je me suis pas renforcé, hein. J'ai acheté un début de ligne pour l'instant le 22 février. À ces prix-là, le rendement est supérieur au rendement du livret A. Mais voilà, mais bon, pour moi, tout le monde va être déçu quand Orpea va dire soit non, soit, soit de toute façon, c'est pas possible, c'est déjà l'augmentation de capital est déjà prévue, il n'y a pas d'autre solution à part le démembrement d'Orpea. Euh, Voilà, donc pour moi, tout le monde va être déçu. Il va de nouveau y avoir des opportunités d'achat sur Orpea et Corian. Enfin, non, pas sur Orpea. Orpea, il n'y a pas d'opportunité d'achat avant qu'il y ait l'augmentation de capital. Avant ça, il n'y a rien à faire sur Orpea, à part risquer ses sous, quoi. Et Corian suit un peu le même chemin. Donc voilà, à suivre. Moi, personnellement, il me semble que ce sera seulement après l'augmentation de capital d'Orpea qu'il pourrait y avoir des opportunités sur Corian ainsi que Orpea. Moi, c'est tellement que je suis rentré un peu trop vite, hein. Je suis rentré trop tôt. Nekon, mon dernier boulet a fait moins 4,55% sur la semaine. J'en suis à moins de 32% depuis que je l'ai acheté. J'aurais aimé qu'elle performe Nekon, j'aurais aimé. Donc, elle sort ses chiffres lundi de nouveau, hein. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'a pas fait grand-chose. Tiens, j'avais pas vu cette news. On va à 12 avril. Oh, on s'en fiche. La direction de Spider. Mais c'est quoi Spider? En fait, c'est ça que je connais pas. Ah, prendra à compter d'aujourd'hui la direction de son studio parisien Spider. Ok, c'est un studio de jeux vidéo. Ok. Bon, très bien, donc on s'en fiche. Ok, on a vu en graphique, du coup, Nikon, non, hein. Donc Nikon, récemment, on avait fait des plus bas récents, là, des plus bas historiques, en dessous de 2 euros. Donc, est-ce que là, on s'apprête à faire de nouveaux plus bas historiques, ou est-ce qu'on va rebondir sur le support des 2 euros? Pour ce qui est des chiffres de Nikon et Big Ben, là, qui vont arriver lundi, moi, j'en attends rien, hein. J'en attends rien. Les jeux Nikon sont pas encore sortis. Et c'est ça qui fait une grosse partie des bénéfices de Big Ben et de Nikon, c'est la sortie des jeux. Donc j'attends rien par rapport à cette sortie de chiffres et je pense qu'on va faire de nouveaux plus bas historiques sur Nikon. Donc voilà, à suivre. Bon, bah écoutez, ça a été court et c'était moins fun que ce que j'avais prévu. Bon, bah, écoutez, j'espère que mon acolyte Maxime fera beaucoup mieux la semaine prochaine, enfin demain, pardon, dans sa vidéo de présentation de portefeuille demain. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.